Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir nous allons parler jeux de rôle alternatifs. Avant de commencer, je tiens à remercier Simon Lee pour m'avoir greffé à ce projet et pour le grand intérêt que vous portez à cette série. Lors de l'atelier précédent, une question a été soulevée à de nombreuses reprises et il m'a donc semblé nécessaire de consacrer un de ces ateliers pour tâcher d'y apporter une réponse. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle alternatif ? Bien qu'elle ait l'air anodine, cette question est loin d'être simple. Avant même de répondre, on peut se demander pourquoi faire une distinction ? Nous avons pour habitude de classer la musique par genre. Classique, blues, jazz, pop, hip-hop, reggae, country, metal et j'en passe. Ces genres ouvrant à leur tour sur des sous-genres. Par exemple, pour le metal, nous avons le heavy metal, le glam metal, le power metal, le black metal, le death metal. Le but de cette démarche de catégorisation n'est pas de restreindre la musique à des cases, mais de pouvoir permettre à l'auditeur de se retrouver plus facilement dans cet océan de choix musicaux qui s'offre à lui, en offrant une définition plus affinée qui reflètera au mieux ses goûts. Et ce n'est en aucun cas restrictif. Certains aiment la musique en général, d'autres préfèrent le jazz et le blues, et certains encore refuseront d'écouter quoi que ce soit qui n'est pas du bubblegum dance. Mais revenons à nos moutons. On peut constater que nous avons la même démarche vis-à-vis de nos jeux. Jeux de société, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux de figurines, jeux de cartes à collectionner, et bien sûr ce qui nous intéresse ce soir, jeux de rôle. Et là encore, nous avons par habitude, sans même forcément nous en rendre compte, de les définir en sous-genres. Que ce soit par exemple un jeu de rôle d'heroic fantasy, un jeu de rôle contemporain, un jeu de rôle de science-fiction, ou encore par type de partie, un jeu de rôle d'horreur, un jeu de rôle d'enquête, un jeu de rôle épique. Là encore, le but n'étant pas d'être restrictif, un jeu pouvant très bien être d'horreur, d'enquête et contemporain à la fois, mais de donner une définition plus affinée, afin que le futur MJ sache dans quoi il s'embarque avant de lire les 300 pages de règles et de passer de longues heures nécessaires à la planification de son scénario, et que ses joueurs sachent également dans quoi ils vont mettre les pieds. Donc, qu'est-ce qu'un jeu de rôle alternatif ? C'est un sous-genre de jeu, et plus précisément de jeu de rôle. Cette réponse, je vous l'accorde, n'est pas pleinement satisfaisante. On va donc continuer à creuser la question, et comme il faut bien commencer quelque part, on va se pencher un instant sur le terme même de jeu de rôle alternatif. Par définition, un jeu de rôle est un jeu de société dans lequel les participants conçoivent ensemble une fiction par l'interprétation de rôles et par la narration dans le cadre de contraintes de jeu qu'ils s'imposent. Quant à la définition d'alternatif, selon le Larousse, qui propose de concevoir autrement le système de production et de consommation. Ainsi, si l'on veut rester purement académique, un jeu de rôle alternatif est un jeu qui va être conçu de façon différente ou pour être joué autrement. Bien que cela soit assez réducteur, c'est une définition qui fait sens pour pas mal de choses que propose la scène alternative holistique. Nous sommes cependant face à un problème. Sur quelque chose qui se veut aussi libre et subjectif que le jeu de rôle, comment offrir une expérience différente ? Afin de répondre à cette question, je rejoins Simon Lee et son panel d'experts afin d'essayer d'en savoir un peu plus. Et bonsoir mon fidèle panel d'experts, ou plutôt le panel d'experts de Monsieur Simon Lee. Donc ce soir je suis de nouveau avec Monsieur Simon Lee, Monsieur Valentin Touzeau et Monsieur Steven. Bonsoir à tous. Salut. Hello. Bonsoir. Donc comme exprimé la semaine, il y a 2 semaines, la question a été posée, la question a été soulevée. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle alternatif ? Donc c'est vrai que lorsqu'on veut écrire un sujet sur les jeux de rôle alternatifs, ça pourrait être bien de savoir de quoi on parle. Et donc ce soir on est tous réunis pour essayer de définir qu'est-ce qu'un jeu de rôle alternatif. Donc déjà une première question quand même, histoire de... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit précédemment dans la vidéo d'introduction ? Je laisse Simon répondre. Oh là là, ce Joker. Je le crame direct. Direct. Je suis d'accord avec toi sur si tu prends les choses de manière purement académique, effectivement. C'est une manière de jouer autrement. J'aime bien la définition qu'on avait donnée il y a 2 semaines, je crois,
En tout cas, la tentative qui est de dire que c'est quelque chose qui s'éloigne de la norme. Donc, tu prends... et c'est Valentin qui avait amené ça, mais je crois que ça vient de Fabien, c'est ça, Fabien Heinwein. Le fait de dire que voilà, tu as une norme et du coup, tout ce qui est alternatif, c'est des choses qui s'éloignent de la norme et du coup, c'est un spectre. Voilà. Maintenant, tu parlais d'étiqueter des jeux. Je pense que les choses sont un peu plus poreuses que ça, que simplement mettre des labels et ranger les choses dans certaines cases. Les choses sont plus poreuses d'une part, et d'autre part, ce qui est aujourd'hui considéré comme entre guillemets alternatif peut entrer dans la norme et vice versa, quoi. Je suis assez d'accord avec le sujet, surtout que je pense que quand il est sorti, l'appel de Cthulhu devait être considéré comme un jeu alternatif. Après, oui, ou Vampire par exemple. Ou Vampire, bien sûr. Voilà. Enfin, c'était clairement, on sortait des carcans et des sentiers battus de façon assez drastique. Ok. Et du coup, Steven, qu'en penses-tu? Non, je suis assez d'accord avec la définition qu'on a fait Simon. Effectivement, les choses sont beaucoup plus poreuses que de les mettre dans des cases. Donc, comme tu disais en introduction, le jeu de rôle, c'est assez vaste et assez pluriel dans sa conception, etc. Maintenant, ce qui définit le côté alternatif, c'est par rapport à la norme, par rapport à une norme. Effectivement, quand on s'en éloigne, quand on cherche à faire quelque chose de différent ou d'explorer d'autres champs des possibles, on rentre dans la catégorie alternative. Donc ce qui est la norme aujourd'hui ne le sera plus demain, comme et l'exemple de Vampire est assez parlant, je pense, parce qu'effectivement, en son temps, et de mémoire de vieux rôlistes, Vampire est arrivé comme un ovni, et aujourd'hui c'est un jeu de rôle mainstream, quoi. Donc ce qui était à l'époque complètement nouveau et qui nous apportait quelque chose de très différent, est aujourd'hui un grand classique du jeu de rôle. Donc voilà, il est rentré dans la norme et puis et voilà. Donc alternatif aujourd'hui, c'est ce qui va être ce qui est alternatif aujourd'hui euh, et ce qui va être dans la norme demain, quoi, plus ou moins. Et donc du coup, je vais me permettre une première question. Est-ce que Vampire est toujours un jeu alternatif? Et cette fois-ci, on va demander à Valentin, vu qu'il a déjà grillé son Joker. Yes, bien joué. En fait, je sais pas. Dans le sens où, pour moi, les définitions, c'est vraiment très flou. À titre très personnel, mais ça dépendra des gens. Moi, les définitions, il n'y a pas un truc, c'est pas calibré clairement et tout. Tu as parlé des styles de métal. En fait, c'est fluctuant, les gens sont pas d'accord. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Par exemple, dans les communautés qui font plus ou moins de jeux de rôle alternatifs, il y a des gens qui vont dire, mais non, mais nous, l'alternative, ça existe même pas. C'est genre, il y a des gens qui ont ce point de vue, si tu veux, qui vont faire des jeux très originaux, mais ils vont dire, non, non, c'est du jeu de rôle, et l'alternative, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un petit point aussi pour préciser que, pour moi, en tout cas, les définitions, c'est ultra fluctuant et pas forcément clair, et c'est pas grave. Alors après, pour répondre à ta question au sujet de Vampire, moi j'aurais tendance à penser, en ce qui me concerne, que pas du tout. Pour moi, Vampire, c'est mainstream de ouf. Et c'est totalement passé dans les mœurs classiques. Par exemple, quand j'arrive dans une asso de jeu de rôle, j'entends parler de Vampire comme si c'était totalement normal, quoi. Et qu'il y avait aucun problème, on n'a pas besoin de définir et d'expliquer, c'est ok, tout le monde sait de quoi on parle, en fait. C'est très très rapide, en fait, c'est dans la norme. Donc pour moi, pas du tout, c'est pas du tout alternatif, voilà. Après, il y a des pratiques qui ont été importées on va dire, de la scène alternative dans Vampire, notamment dans la dernière version. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la sécurité émotionnelle, ce genre de trucs, ça n'existait pas avant, tu vois. Donc, je pense que plus que de dire ce jeu-là, il est alternatif, pas alternatif ou quoi, il y a des pratiques, je pense, qui sont plus ou moins mainstream, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, l'objet Vampire, tu vois, la dernière édition, pour moi, l'objet, effectivement, prend des éléments qui sont issus, effectivement, de l'alternativitude. Mais comme produit, pour moi, ça reste très, très classique. Mais je te rejoins, néanmoins. Ouais. Je vous propose un début de définition. Un jeu de rôle alternatif est un sous-genre de jeu de rôle qui possède au moins une des caractéristiques suivantes. Et maintenant, on va essayer de remplir ça. Est-ce que ça vous semble un bon départ? Oh là là, c'est dur, hein. Ouais, je pense que c'est chaud.
Non, je vais dire que c'est une très mauvaise idée, hein, je suis désolé, mais Et C'est intéressant parce que là, tu proposes une définition un peu générative, c'est-à-dire tu dis, bah voilà, qu'est-ce qui, ou au moins descriptif, c'est-à-dire tu dis, si je prends un jeu de rôle, qu'est-ce qui me permet, comme ça, si je le vois, si je vois des gens y jouer, de pouvoir déterminer si c'est ou pas un jeu de rôle alternatif. Genre, c'est quoi le critère, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, quoi. c'est un petit peu l'idée, sachant que Ouais. en partant du postulat aussi qu'il peut y avoir que tout n'est pas forcément exhaustif. On peut avoir un élément qui fait que c'est un jeu de rôle alternatif. Par exemple, généralement, quand je vois un jeu de rôle qui fait une seule page, j'ai tendance à penser que c'est un jeu alternatif. Mais c'est pas pour autant que tous les jeux alternatifs doivent faire qu'une seule page. À la limite, pour la discussion, un truc qui pourrait être potentiellement fertile. Donc là, en fait, tu essaies de produire une définition, tu vois, exhaustive, enfin, dans sa forme, quoi. Tu dis, OK, on va essayer de lister des caractéristiques et tout. Moi, je te propose une forme de définition qui est plus vague, plus floue, ce qu'on appelle une définition plus stéréotypique, c'est-à-dire, par exemple, si je te dis un oiseau, c'est quoi? Tu vas me dire un moineau, ouais, c'est carrément un oiseau. Un pigeon, c'est un oiseau. Une poule, c'est un oiseau, mais un peu moins. Une autruche, c'est encore un oiseau. Et puis genre un pingouin, ça ressemble pas vraiment à l'idée de ce que je me fais d'un oiseau, tu vois. Et en fait, ce serait plutôt, tu as une somme de caractéristiques, et en fait, plus t'en coches, plus t'es alternatif, tu vois. Alors, et moi, je procéderais à l'inverse, c'est-à-dire, j'essaierais de définir le jeu de rôle traditionnel, tu vois, avec un ensemble de trucs à cocher, et en face, des pratiques alternatives, que si tu coches pas la pratique mainstream, et en précisant quelles sont les alternatives possibles, alors tu te rapproches de plus en plus d'un jeu de rôle alternatif. J'aurais tendance à penser comme ça. Je sais pas si ça fait sens. Encore une fois, quelque chose d'alternatif, c'est forcément par rapport à autre chose. Donc c'est une autre façon de faire quelque chose. Donc oui, si on a une définition qui est claire du jeu de rôle traditionnel, on aura forcément en miroir la description d'un jeu alternatif. Donc on peut également procéder de cette façon. Simon, qu'est-ce que t'en penses? Steven. ça me va très bien dans le sens où comment je pense que c'est plus facile de définir de se mettre d'accord sur ce qui est de la pratique courante plutôt que de dire d'essayer de prouver l'ensemble des trucs un peu chelous que Ouais. le monde de l'alternative pourra fournir, quoi. En plus, tu vois, si on montre un peu comment dire, le cadre de ce qu'on appelle jeu de rôle traditionnel, en fait, on va mettre plein de trucs et quasiment aucun jeu traditionnel va cocher toutes les cases, quoi. C'est-à-dire, c'est pas tous les jeux de rôle alternatifs, tous les jeux de rôle classiques cochent toutes ces cases-là. Et c'est si on s'en écarte qu'on est alternatif. C'est plutôt, bah voilà, c'est une tendance globale que les jeux vont cocher. Ils vont s'en écarter aussi. Mais c'est plus ou moins, si on s'en écarte vraiment beaucoup, là, on est carrément plus alternatif. C'est plutôt ça l'idée, quoi. Donc, faudra pas nous dire, par exemple, oui, mais dans toutes les cases que vous avez cochées, Cthulhu, il coche pas telle case, donc il est pas alternatif. Ah bah oui, il les coche quasiment toutes, sauf quelques-unes. Il est très tradit. Voilà. Ça me va. Ça me va. Ben, on va essayer de procéder comme ça. Donc on va essayer vu qu'on est des gens bien, des gens intelligents, des gens malins, vraiment le summum de la crème, pour définir le jeu de rôle alternatif précisément, on va définir le jeu de rôle traditionnel. Merci à tous de rester avec nous ce soir. Non, mais on va donner des exemples de quelles sont les alternatives pour chacun des éléments qu'on va citer, tu vois. Bien sûr. Étant donné que, selon notre définition, qui propose de concevoir autrement le système de production, j'ai envie de commencer par parler du purement mécanique de la création du jeu. Je pense notamment pour les jeux alternatifs, on a souvent des choses. On a les Pico Games qui m'avaient été évoqués par Simon. Je pense également qu'on a la Game Chef, les 3 fois forgés. Toutes ces façons de créer le jeu, donc avant même qu'on quelqu'un ait commencé à y jouer, qui sortent du carcan traditionnel. Est-ce que donc vous pensez que ce genre de mécanique rentre déjà dans le traditionnel et dans l'alternatif? Tu parles de la manière de fabriquer les jeux, c'est ça? La manière de fabriquer le jeu purement. Sans même encore attaquer le jeu, vraiment la façon de créer le jeu. Est-ce que déjà juste là, on n'est pas déjà dans l'alternatif? Enfin, on peut avoir des. Je pense qu'il y a une caractéristique qui est pas un défaut en soi, hein, mais simplement lorsque tu arrives, tu dis je vais faire d'un jeu de rôle, donc il va y avoir un MJ, des dés, un écran, un scénario, un univers.
tu te mets dans une position un peu par défaut, alors que si tu es dans une démarche où peut-être que pour ce que tu veux faire, il te faut un MJ, il te faut des dés, il faut un écran, etc. Mais tu t'ouvres une palette qui va aller vers des choses que tu n'as pas l'habitude, que tu n'as pas forcément l'habitude de voir, donc vers des choses qui sont un peu plus alternatives. Moi, je le vois plutôt comme ça. C'est plutôt une sorte de démarche, et tu t'ouvres des portes vers quelque chose entre guillemets alternatif ou pas, quoi. Du coup, pour rebondir au Game Chef, par exemple. Bon, la formule du Game Chef en soi ne te garantit pas que tu aies forcément un jeu de rôle alternatif ou un jeu de rôle tradi. Finalement, le Game Chef, c'est simplement une game jam, quoi. Je veux dire, et il se trouve que parmi les participants, il y a des gens qui font de l'alternatif, mais je pense pas que le format même du game, enfin, je parle du Game Chef parce que c'est ce que je connais le mieux, hein, mais je pense pas que le format même du Game Chef te pousse forcément dans l'alternative, quoi. Du coup, je pense qu'on va rebondir sur ce que tu as dit. Donc pour toi, un jeu traditionnel, ça va être déjà un setup de base, joueur, maître de jeu, lancer de dés. C'est la manière dont effectivement on se représente le jeu de rôle de manière Est-ce que du coup on peut le mettre dans... Est-ce qu'on peut cocher cette case pour un jeu traditionnel? Est-ce que vous validez? C'est ça. Façon de jouer à la famille en or, tu sais. C'est un peu ça. Hein. C'est rigolo le jeu. Ouais. Oui, Ouais. On fait des versions ludiques maintenant des ateliers, on joue également. Du coup, est-ce que vous voyez d'autres choses qui rentrent dans ce cadre qu'on pourrait classer de traditionnel? Alors, dans le processus de création des jeux, j'ai le sentiment que quand tu as des grosses boîtes avec des grosses équipes et des gros sous, en général, ça a plus de chances d'être tradi. Tu vois, ça fait partie de ce truc qui ne produit pas nécessairement de la traditionnalitude, mais en fait, ça a beaucoup de chances de le faire parce que c'est une prise de risque en fait économique en fait de faire un jeu de rôle alternatif parce que justement tu sais pas ce que ça donnait puisque c'est hors norme. Donc en fait mobiliser des équipes de designers, d'illustrateurs, de traducteurs, de distributeurs et tout. Et donc c'est des équipes, tu vois, Wizards of the Coast avec des D&D ou même les Cthulhu, les Warhammer ou que sais-je. C'est des grosses prises de risque et des fois ils se plantent de ouf en fait. Des fois ils font même des jeux qui, tu vois, Donjons et Dragons 4 pour moi ça a quand même une saveur assez alternative quelque part. Et ils se sont plantés de ouf en termes économiques. Et du coup, ils reviennent à du tradi, tu vois, avec la Donjons et Dragons 5. Donc pour moi, c'est quand tu as des grosses équipes, des grosses machines économiques comme ça, des éditeurs et tout, des sous engagés, je pense que ce processus de création, c'est une case qui est pas... Du coup, tu vois, tu as des grosses boîtes qui font des jeux plus alternatifs de temps en temps, mais c'est quand même super rare, quoi. Du coup, sur la même chose, je me demande si on n'a pas ce côté aussi d'avoir une quantité minimum de quand on veut vendre le produit, de quelque chose qu'on est obligé d'avoir un pavé de 300 pages, sinon c'est pas un produit fini entre guillemets, pour du traditionnel. Ouais, ça c'est une question de marché. Alors moi, je suis très très mauvais pour ces questions. Néanmoins, de ce que j'entends autour de moi, il y a vraiment un marché simplement des rôlistes. C'est aussi très logique, c'est-à-dire que le traditionnel, c'est aussi ce qui marche à un instant donné, c'est ce que les gens achètent, c'est ce que les gens consomment, c'est la norme, donc c'est normal que ça marche bien, en fait, par définition, quelque part. Donc moi, j'ai envie de dire, super, très bien, si vous voulez faire un produit qui marche, faut faire un produit traditionnel, quelque part. Ça me semble assez logique, en fait. À moins que vous innoviez de manière à faire un game changer, quoi, quelque part. C'est ça, en fait, le raisonnement en fait économique derrière, ce qui fait qu'effectivement les produits en tout cas les producteurs, enfin les éditeurs, ils ont une bonne connaissance de ce que je comprends en tout cas, de ce qui va bien marcher, quoi. Effectivement, le livre 350 pages A4, couleur en intérieur, cartonné, avec du vernis sélectif, avec un univers, un système de jeu, pas trop compliqué, avec un meneur, des joueurs, des suppléments. Et en fait, quand tu coches tout ça, tu vends plus, quoi. Ça marche plus. Quelle que soit la raison, si ça se trouve c'est juste meilleur en soi et plus adapté au public et tout ce que tu veux. Mais donc du coup ça crée une pression économique à normaliser le produit, quoi. Ça c'est un phénomène qui est connu pas que dans le jeu de rôle, hein. Tu vois bien la distribution filmographique américaine, hollywoodienne,
reflète aussi ce phénomène qui est bien normal, quoi, quand tu veux vendre ta soupe un max. Pour de bonnes raisons. Parce que tu penses que ta soupe est bonne potentiellement, quoi. Est-ce que du coup on pourrait dire que le jeu alternatif il a un petit côté artisanal? Elle est fait plus intimiste dans sa fabrication. Je sais pas si d'autres vont répondre à cette question, mais je peux utiliser mon anti-joker pour répondre, comme ça je gagne un joker pour la suite, pour envoyer la question à Simon ou aux autres. Bah, en fait, il y a un truc qui me vient aussi parce que je me dis, en fait, dans les productions artisanales, moi j'ai l'impression de voir beaucoup de jeux de rôle tradis, justement. En fait, c'est-à-dire que l'artisanat ne mène pas d'alternatif nécessairement. J'ai l'impression que c'est plutôt que tu as la norme mainstream qui a de très bonnes chances de produire des productions tradis par le système dont on vient de parler. Et après, derrière, tu vas avoir l'artisanat, effectivement, le homemade. Et en fait, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont faire un truc qui ressemble à la norme, en fait. Ça, c'est pareil, c'est comme dans les romans, dans ce que tu veux. En fait, les gens, ils sont nourris de la norme, et donc quand ils produisent à la maison un produit, ben, ils se l'imaginent, 350 pages, A4, couleurs, univers, système, etc., 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 tu vois, meneur, écran. Et donc, pour moi, l'artisanat, c'est juste un truc qui rend possible le fait d'aller vers quelque chose de très alternatif, mais ne le garantit pas du tout, pour le coup. Après, c'est pas, encore une fois, on va faire que répéter ce truc, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est une description factuelle, en tout cas de ce qui me paraît être le cas. Ouais, j'avoue que pour ma part, le côté artisanal ne correspond absolument pas. C'est pas pour moi une coche à cocher, pardon. Pour ce qui est du jeu de rôle alternatif ou pas. Parce qu'on a des contre-exemples, effectivement, il y a des jeux artisanaux, avec des structures plutôt qu'artisanales. Je préfère dire structure à plus petit budget ou un plus petit budget, ça suffit. Et qui permettent donc de faire du jeu de rôle tout simplement. Beaucoup de productions dites de ce genre de production sont des jeux de rôle artisanaux et des grosses batteries aussi telles que des grosses sociétés de production qui ont produit du jeu de rôle alternatif. Actuellement, on a l'exemple de Septième Mer qui, pour moi, entre un petit peu dans le jeu de rôle alternatif. Il propose un système de jeu très novateur, enfin, très différent. Et pourtant, il bénéficie d'une qualité de production assez énorme, quoi. Donc pour moi, c'est pas un vecteur, quoi. Artisanal ou pas, petite structure ou pas, c'est pas ça, quoi. Ouais, après, en ce qui me concerne, la discussion qu'on a, elle est sans garantie, quoi. C'est plutôt un faisceau d'éléments, quoi, qui vont avoir tendance à pouvoir mettre à peu près l'étiquette, quoi. Que ce soit parfaitement clair, ce soir on essaye de définir le jeu alternatif, Ouais. on ne définit pas le jeu alternatif. Okay. Donc, si on résume ce qui a été dit jusque-là au niveau de la création, si on parle d'un jeu traditionnel, on part généralement sur un postulat de maître de jeu, joueur, dés, plutôt des grosses équipes, des ouvrages sous un certain format, donc A4, volumineux, en couleur, illustré. Est-ce que pour le moment déjà ça vous sonne traditionnel? Avec les nuances qui ont été soulevées par les gens, bien sûr. Ouais. Pour moi, ça match avec l'image que j'ai, en tout cas. Super. Bon, bah, on a un bon début. D'ici 4 ou 5 heures, je pense qu'on sera bon. Après, on peut te faire un petit listing, si tu veux. Je sais pas si t'en penses, Simon, des autres éléments qui, moi, me allument dans ma tête l'ampoule tradie, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Parfait, ouais, allez-y, banco. Tu t'y vas, j'y vais. Ouais, bah, je peux commencer et puis tu compléteras. Je lance un dé pour savoir qui a l'initiative. Ça, c'est tradit. Voilà. Ça, c'est tradit. Pour moi, il y a plein de trucs, mais un élément qui est assez récurrent, c'est le fait d'avoir des personnages qui... donc, les personnages que tu joues sont là pour résoudre un problème, et un problème qui est souvent externe. Il faut résoudre une enquête, faut sauver la ville, sauver la princesse, aller tuer le monstre, etc. Les résolutions mécanisées sont souvent des résolutions de conflits physiques.
donc c'est la bagarre, quoi. C'est les combats. C'est souvent ça qui est mécanisé dans les règles. Jet d'initiative, jet de dégâts, jet pour toucher, comment on se place, etc. Mais en tout cas, souvent, on va aller vivre une aventure dans un univers qui a des twists ou qui est dépaysant. Donc ça peut être un truc genre contemporain, mais en fait, les anges et les démons existent, mais en fait, il y a des grands anciens, etc. Ou c'est des univers qui sont en soi dépaysants parce que c'est de l'heroic fantasy, c'est de la science-fiction, etc. Donc c'est des jeux qui sont plutôt tournés vers l'externe, quoi. On va rarement, en tout cas, je pense, dans des jeux de rôle traditionnels, aller résoudre des conflits intimes, des doutes sur sa capacité ou faire de la romance. C'est des choses qui sont pas spécialement mises en avant, en tout cas, dans ce genre de jeu. Alors qu'il y a des super jeux d'aventure, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est négatif en soi, quoi. C'est simplement un genre. Ouais, je compléterais en disant qu'il y a une aussi. Alors, c'est difficile parce que là, c'est au niveau de la pratique de jeu, c'est compliqué, mais il y a des pratiques de jeu qui sont encouragées, qui sont plus comment dire, soutenues par les ouvrages. Typiquement, le fait d'avoir un meneur qui va préparer ses parties, qui va préparer des scénarios, pour moi, ça, c'est assez traditionnel, en fait. Et dans les jeux alternatifs, c'est assez rare qu'on ait des meneurs qui préparent leurs scénarios, qui préparent leur campagne. Alors, ça arrive, hein, il y a pas mal de jeux, mais en fait, ça va être des préparations souvent qui sont très, très guidées. En fait, le meneur, comme la personne qui va vraiment avoir beaucoup de pouvoir, notamment celle de choisir de préparer ou pas, celle de choisir ce qu'elle va préparer en détail, et après de guider les joueurs, d'avoir ce pouvoir en fait de contrôler, de maîtriser le maître du jeu, quoi. Ça, c'est très traditionnel aussi. Pour moi, c'est un truc qui est assez important, quoi. On me demande dans le chat, est-ce qu'un jeu alternatif est obtenu lorsque l'on a la volonté consciente de produire un jeu alternatif, c'est-à-dire de s'éloigner de la norme et ou de casser les codes, ou bien un jeu alternatif est-il obtenu lorsqu'on ne se pose pas la question, là où le jeu tradit serait le résultat d'une démarche volontaire, donc de rester dans la normalité. Et je vais demander à C'est Simon, une très bonne question. qui est notre... qui, je pense à celui qui a produit le plus de jeux alternatifs ici. J'ai l'impression qu'il y a plein de manières de créer des jeux, et donc du coup, tous les cas de figure sont possibles. C'est-à-dire que tu peux dire, je crée mon jeu en réponse à quelque chose, et donc je m'éloigne d'eux ou je me rapproche de quelque chose. Ou alors tu peux juste créer ton jeu parce que voilà, t'as envie de le faire et tu t'en fous. Et finalement, c'est après, a posteriori, on te met une étiquette dessus, tu vois. J'ai l'impression que les deux sont possibles. Ouais, j'ai l'impression que si jamais l'objectif c'est de s'éloigner de la norme, ça a de bonnes chances de marcher. Et puis même ça dépend, c'est-à-dire c'est un peu comme si tu disais, t'as des poissons dans l'océan et tu leur demandes de regarder l'eau. C'est compliqué pour un poisson dans l'océan de regarder l'eau, tu vois. Je pense que c'est pareil quand t'es dans une pratique, dans un univers notamment ludique, quand tu demandes aux joueurs de jeux de rôle qui connaissent quasiment que le jeu de rôle tradi, de décrire leur pratique. En fait, c'est assez compliqué de pouvoir lister les éléments desquels on pourrait s'éloigner, tu vois. Donc en fait, quand tu cherches à sortir de la norme en y étant en plein dedans, c'est pas forcément facile en fait. Néanmoins, quand j'imagine quelqu'un qui a plein d'expériences variées, qui a un peu joué à pas mal de jeux et qui veut s'éloigner de la norme, je pense que c'est déjà beaucoup plus facile. Et il y a de bonnes chances que ça marche pas mal. Néanmoins, je me dis, est-ce que... Je pense pas que les jeux alternatifs soient alternatifs parce qu'ils veulent être hors norme. Ça me semble très important à souligner parce que c'est pas une volonté de se démarquer de quelque chose, c'est plutôt une volonté de produire quelque chose que le jeu ne produit pas par ailleurs. C'est pas pour être original, quoi. C'est pas pour... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Simon, mais... Clairement, moi, je fais des jeux, ils sont, pour certains, pétés du cerveau avec des dispositifs complètement bizarres, tu vois, très hors normes. Mais c'est pas parce que j'ai envie de faire quelque chose de différent, c'est que je me dis, en fait, ce dispositif-là, c'est celui dont j'ai besoin pour produire ce que j'ai envie. Il se trouve que y a pas de MJ, il y a pas de dé, il y a pas de scénario, on est tout nu dans la forêt, que je ne sais quoi, tu vois.
mais il fallait ça pour produire ce que je veux. Bon, bah, après, oui, on va dire, ouais, c'est assez alternatif. Alors après, il se trouve qu'il y a plein de gens qui vont créer des jeux avec, justement, des choses qui sont très éloignées de la norme, et que du coup, on va les mettre ensemble, mais je pense que c'est plutôt un résultat a posteriori. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. Là, je pense que c'est plus le résultat qui compte qu'autre chose, qu'il n'y a pas une manière spécifique de faire, et que dans les deux cas, pour revenir à la question de base, dans les deux cas, c'est tout à fait possible de faire du jeu de rôle alternatif quand on a volonté de vouloir faire, de s'éloigner de la norme, ou quand justement on se pose pas la question, et que du coup on voit a posteriori, comme disait Valentin, euh, vers quelle tendance il penche, plutôt alternative ou plutôt traditionnelle. Voilà. Donc je pense que il y a pas de. Il y a encore, Valentin, je pense, évoqué encore une autre démarche. Donc c'est le résultat qui compte, c'est pas. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Voilà. Du coup, je vais aussi en profiter, vu que tu nous as pas donné ton avis. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui pour toi sonnent tout de suite du jeu traditionnel? C'est vrai que de ce qui a déjà été dit, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté MJ, écran, jet de dés. Il y a, comme disait Simon, cette façon très traditionnelle, effectivement, de proposer, je l'ai résumé en jeu à mission, même si ce terme est pas très bon parce qu'il est trop restrictif, mais il y a cet aspect où effectivement on résout, il y a une résolution à apporter. Donc cette façon de créer le scénario qui est pas juste le scénario, mais les protagonistes sont là, ce sont les héros de l'histoire, et ils sauvent le monde, ils résolvent des enquêtes selon les contextes, etc. Tout ça est très variable, elle peut être plus ou moins accentuée ou pas. Euh, et ça, c'est vraiment pour moi une définition du jeu de rôle traditionnel. S'attaquer à des sentiments, enfin aller chercher les sentiments ou les émotions des joueurs, etc. Quand c'est plus spécifique, enfin, quand on veut vraiment aller vers là, on est plus dans une démarche déjà différente et qui sort de la tradition. Ouais. Les jeux de rôle traditionnels sont beaucoup moins à la recherche de ce côté émotionnel, quel qu'il soit et aussi large soit-il. Ça ne veut pas dire que certains jeux de rôle traditionnels n'y font pas appel, mais c'est quand même pas c'est pas le cœur du truc, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter pour cocher la case de jeu traditionnel ou pas? Je pense qu'on a un peu fait le tour. Ça me semble être assez complet au final. Alors moi, il y a deux choses quand même pour moi, je pense, qui me sonnent traditionnelles, mais vous allez peut-être ne pas être d'accord avec ça. Je dirais que déjà, la plupart des jeux traditionnels sont plus orientés jeu que rôle. C'est rare que le roleplay soit récompensé dans un jeu de rôle traditionnel. Alors, généralement, on peut faire du roleplay, c'est pas un problème, mais généralement, tout ce qui va être gain d'expérience, etc., va plus être axé sur le côté jeu, tuer des monstres, des choses comme ça. Bon, c'était particulièrement vrai il y a longtemps, hein, ça l'est peut-être un peu moins maintenant. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même souvent dans les jeux du coup traditionnels cette mise en avant plus importante du jeu, même si on peut très bien faire du roleplay, que du roleplay. Et l'autre chose, c'est que souvent on va avoir un système, des mécaniques de jeu qui sont peut-être un peu simulationnistes dans le sens où elles vont vouloir englober beaucoup de choses en disant que le maître de jeu doit pouvoir avoir une mécanique pour à peu près tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas sur du jeu alternatif où on va avoir des systèmes de jeu qui vont être plus pour tel genre de conflit. On va avoir une mécanique et puis pour le reste, c'est à la libre interprétation des joueurs, du MJ et de quiconque que ça intéresse. Donc, est-ce que vous pensez que je suis à côté de la plaque ? Pour ton histoire de jeu et rôle, je suis pas certain, dans le sens où j'ai l'impression que tu as des jeux alternatifs qui justement axent encore plus vers le côté jeu, ludisme à fond, et justement on écarte complètement le roleplay, tu vois. Il y a un côté, le jeu tradi est un peu dans le flou, il va un peu essayer de tout faire.
Là où il y a des jeux, voilà, qui sont des jeux alternatifs qui justement se focalisent à fond sur l'expérience ludique, quoi. Et pour le deuxième point, je suis vraiment en phase avec ça. J'aurais tendance à ajouter un truc, c'est que j'ai l'impression que les jeux tradis sont dans une optique assez généraliste, à simulationniste et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a un enjeu qui est de dire, on va essayer de permettre aux gens de jouer un peu tout ce qu'ils veulent, tu vois. Il y a un peu cette ambition, quoi, de se dire, bah ouais, dans Shadowrun, si vous voulez jouer des mecs de la rue, ou des enquêteurs, ou des ceci, ou des cela, c'est possible, ça le fait, on y va, quoi. Tandis que les jeux alternatifs, c'est plutôt l'objectif de se focaliser sur une expérience de jeu précise, tu vois. D'aller cibler vers, ok, non, vous allez jouer, je sais pas, des membres d'un gang dans un bas-fond de la ville de Kyoto, tu vois. Ou pas forcément aussi ciblé que ça, tu vois, mais il y a vraiment un côté avec une expérience qui est vous allez être dans une guerre des gangs et on va jouer ça, quoi. Bon, ça dépend, ça c'est aussi un peu variable, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté de spécialisation plus grande dans les jeux alternatifs. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. Donc actuellement, un jeu traditionnel, elle remplit comme case un MJ, des joueurs, des dés, une grosse équipe, un livre plutôt volumineux illustré et en couleur, un système d'initiative pour les combats, des PJ qui résolvent des problèmes qui sont externes à leurs propres problèmes généralement, les mécaniques de jeu qui mettent l'accent sur les combats, c'est souvent des jeux d'aventure, il y a un travail de préparation nécessaire du côté du meneur, et les mécanismes et l'univers se veut le plus généraliste possible, de façon à offrir un large éventail de possibilités. Ouais, c'est top. Dans le sens où, alors bien sûr, après la liste, encore un disclaimer, parce que sinon on va se faire aligner, mais de toute façon c'est inévitable. Clairement, là c'est la liste genre, plus on coche d'éléments, pour moi en tout cas, plus on va vers le tradi. Évidemment, il y a plein de jeux qui cochent pas tout ça, mais voilà, c'est vraiment un axe de moins on en coche, plus c'est alternatif, plus on en coche, plus c'est tradi. Et entre les deux, voilà, il y a plein de choses, quoi. Oui, du coup, juste à l'inverse, comme Postulate dépasse, on peut dire qu'un jeu alternatif est un jeu qui ne répond pas aux critères suivants. Exactement. Ou qui répond, un jeu est d'autant moins alternatif, laisse-moi mon spectre, tu vois. Ouais. Spectre des pratiques possibles. Un jeu est d'autant plus alternatif qu'il respecte d'autant moins les éléments suivants, 2 points. Voilà. Ça marche, ça me plaît bien. J'avoue que je souscris à ça aussi, ouais, tout à fait. Je pense que moins on coche de ces cases-là, plus on tourne vers l'alternatif, plus on coche de ces cases-là, plus on est vers le traditionnel. Entre les deux, il y a un large spectre, de jeux et qui représente aussi une pratique plus courante, quoi. Pour revenir 2 secondes sur ce que tu disais, Romain, il y a la description que tu nous as faite, sur les 2 dernières descriptions que tu nous as faites, elles étaient vraies il y a une bonne quinzaine d'années. Le jeu de rôle a évolué, il évolue encore et à l'heure actuelle, je pense que c'est beaucoup moins vrai et qu'on peut on peut considérer faire du jeu de rôle, traditionnel sans s'être alourdi ou sans avoir ces 2 choses que tu décrivais qui sont quand même, très, très, très old school. Oui, mais tu sais, moi je joue encore à INSV 4, donc je suis encore dans cette époque-là, je suis en 2004, j'ai pas évolué. Du coup, je pense aussi qu'on peut rebondir sur quelque chose sur cette histoire d'univers. Les thèmes qui sont abordés sont régulièrement, pas forcément, même si c'est pas une vérité, différents dans les jeux alternatifs. On peut avoir des thèmes plus matures, des thèmes plus centrés, des thèmes plus obscurs. Est-ce que du coup on aurait quelque chose pour notre case jeu traditionnel dans la nature des thèmes? Je pense pas que ça soit une question de thème en soi, parce que quand tu prends des univers comme Cthulhu ou Culte, on reste dans des univers qui sont très matures, quoi. Même Cops, tu vois. Jeu de flic, contemporain, je crois, c'est voilà. Futur proche, il me semble. Mais, je pense que c'est pas une question de thème, c'est une question de la manière d'aborder ces thèmes, peut-être. Ou de l'expérience, peut-être pas de la manière, mais en tout cas de l'expérience que tu tires du jeu sur ce thème. Je pense pas que le thème en soi soit discriminant.
Néanmoins, dans la communauté alternative, il y a des gens qui sont militants, des auteurs qui sont militants, et forcément qui retranscrivent certains thèmes militants dans leur jeu. Mais pour moi, ils pourraient très bien faire des jeux tradis, tu vois. C'est plus une question de personnes dans des communautés que de thèmes dans l'absolu. Je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Pour moi, le thème n'est absolument pas, n'entre pas du tout en ligne de compte. L'expérience ou sur l'historique des jeux de rôle comme Culte, comme enfin tous ceux qui ont été évoqués par Simon, même Vampire à cette époque, à l'époque de sa sortie, était un jeu très mature hein, pour comparer à la production qui existait à l'époque. Donc non, pour moi la thématique, ça rentre pas en ligne de compte du tout. On peut faire du traditionnel avec une thématique lourde et très mature. On peut faire de l'alternatif, pareil. Ok. Bah, si tout le monde est d'accord, on est bon. Est-ce que, par contre, on peut parler aussi de volonté derrière les jeux alternatifs, de vouloir quand même proposer une expérience différente, même si ça a été vaguement évoqué. Donc, on en a déjà parlé, être plus en phase avec les sentiments des personnages, est-ce qu'on a quand même une case volonté de l'auteur qu'on peut ranger et dans le traditionnel et dans l'alternatif? En ce qui me concerne, j'aurais tendance à penser que pas du tout, en fait. Vraiment, j'ai l'impression que les gens, quand ils font du jeu de rôle, globalement, ils ont envie de faire plein de trucs, tradi, pas tradi. On a envie d'explorer plein de choses, d'explorer plein de thèmes, de questions, d'enjeux, de tout ce qu'on veut. Et que c'est plus une question de méthode, tu vois. C'est ok, je pense qu'avec le dispositif traditionnel, ça va marcher, soit parce que je pense que c'est une bonne méthode, que ça marche bien, que c'est bien fité, que ça roule. Et donc, j'ai pas envie d'enlever les dés, d'enlever le meneur, parce que cette forme-là me plaît, et je pense qu'elle va faire ce que j'ai envie qu'elle fasse. Mais je pense qu'on a tous, quand on crée des jeux, des envies précises, tu vois, des volontés, et qui peuvent être très larges et tout, quoi. Donc, je vois plutôt une question de méthode, c'est plus de l'ingénierie, quoi, à un moment, quoi. C'est de se dire, bon, bah, quel outil je vais utiliser pour mettre en place ce que j'ai envie de faire pour mon jeu. Et là, tout est bon, quoi. Un meneur, pas de meneur, enfin, je veux dire, ça fait des jeux différents à la fin, quoi, mais il y a des gens qui vont dire, ah ouais, non, clairement, pour faire ce que j'ai envie de faire, en fait, je pense qu'il faut que j'enlève le meneur, je pense qu'il faut que j'enlève les dés, je pense qu'il faut que mon jeu fasse une page ou que sais-je, quoi. Mais je sais pas ce que vous en pensez les autres. D'accord avec toi, ouais. C'est une question de méthode, ouais. Après, peut-être qu'on s'autorise aussi, alors là, c'est peut-être pour ouvrir, peut-être qu'on s'autorise éventuellement à se donner le droit d'avoir envie de faire des choses qui ne sont pas habituelles. Peut-être que c'est ça, en fait, le point, c'est de se dire, ah ouais, mais ce que les gens ont envie de faire en général en jeu de rôle, du coup traditionnel, c'est plutôt ce genre de truc. Moi, j'ai envie de faire un truc complètement différent. Par exemple, il y a des jeux, oui, qui abordent des choses très originales, et j'imagine pas comment est-ce qu'on pourrait avoir voulu les avoir fait sans avoir une volonté derrière particulière. Je pense à un jeu comme Hot Guys Making Out, où l'idée c'est de jouer une romance homosexuelle pendant la guerre, c'est la guerre civile espagnole, entre Gonsalvo et un autre, Honoré. Voilà, qui sont deux hommes très très handsome. Et ça se joue à 2 joueurs, sans MJ, et il y a toute une mécanique de tension sexuelle, quoi. Bon, là je me dis, alors ça peut jouer jusqu'à 4 joueurs, mais dans l'idée il n'y a pas de meneur, enfin bon. Je me dis, ok, je pense que on peut difficilement avoir la volonté de faire ce genre de choses si on se dit pas, on va sortir un peu de la norme, quoi, à un moment. On me pose à nouveau une question sur le chat. Tales of Equestria, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le jeu de rôle My Little Pony. Est-il traditionnel ou alternatif? On précise, il coche pas mal de cases traditionnelles, mais reste une expérience à part par rapport à la production traditionnelle, me semble-t-il. Donc pour moi, le thème donc, peut avoir une importance dans l'étiquette. Même chose que pour Paranoia, c'est quelque chose de très différent. Pourtant, on est dans une configuration qui est très, très traditionnelle aussi. Donc, un peu difficile dans la thématique. Et c'est peut-être l'expérience de jeu, peut-être plus que la thématique, non?
Là, on essaie, je pense, ce sont des jeux qui essaient de proposer des expériences de jeu qui ne sont pas celles qui sont hors normes, quoi, en dehors de la norme. Et du coup, je pose la question aux auteurs, est-ce que c'est pas plutôt ça qui définit, enfin, qui devrait entrer en ligne de compte dans la définition du jeu de rôle alternatif, c'est de proposer une expérience qui est différente de celle de la partie traditionnelle, avec la résolution, etc., etc. Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait que le thème soit effectivement un peu hors norme, et que le dispositif de jeu soit très tradit. Mais finalement, il y a... moi, je vois plusieurs trucs. Le premier truc, c'est de dire, dans un dispositif avec un MJ qui est un peu tout puissant et qui a le contrôle sur comment va se dérouler la partie, etc., en fait, sa pratique, son bagage rôliste est un intermédiaire entre le jeu, les joueurs et l'expérience que tu vas avoir. Donc, c'est ça qui est chouette aussi avec le dispositif MJ, écran, machin et tout, c'est que cet intermédiaire-là influence beaucoup l'expérience de jeu que tu vas avoir, quoi. Donc, difficile de juger comme ça, de dire bon bah c'est parce que, est-ce que c'est parce que c'est le thème, est-ce que c'est parce que c'est est-ce que c'est parce que c'est le MJ, est-ce que c'est parce que c'est, tu vois, il y a plein de choses qui voilà, ça c'est un premier point. Et un deuxième point que je veux mettre en avant, c'est que c'est pas parce que le dispositif est tradit que forcément l'expérience de jeu est tradit, quoi. Et réciproquement. Donc bon, peut-être que je botte en touche en disant que ça fait partie du spectre, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous. J'avoue que j'aime beaucoup cette petite parenthèse de un jeu tradi n'offre pas forcément une expérience tradi. Oui, c'est vrai que c'est le grand oublié du discours jusqu'à présent, c'est le MJ et ce qui va faire du jeu qu'il a en main, quoi, et de ce qu'il va apporter autour de la table. Donc, du MJ et des joueurs. Parce que c'est vraiment une osmose qui se passe autour de la table. Si le MJ peut essayer d'apporter quelque chose, si les joueurs ne suivent pas, l'expérience ne va pas être la même. Donc, ouais, le MJ influe énormément, oui, tout à fait. Le MJ et les joueurs qu'il y a autour. Enfin, je pense qu'il y a toute une question de bagage rôliste, quoi, qui rentre en compte, que ça soit dans un jeu tradi ou dans un jeu alternatif. Hein. Et c'est tout ce qui fait que la question est super compliquée, quoi. Ouais, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'une partie sur une table de jeu ou est-ce qu'on parle d'un livre qui est un ouvrage? Déjà, jeu alternatif, de quoi on parle? Difficile à dire. Donc, évidemment, les jeux livres vont influencer les parties des tables de jeu. Et en même temps, il y a tout ce flou qu'on évoque. Donc, je pense que quand on parle de jeux alternatifs, on est en train de parler là de plutôt le livre jusqu'à présent. Hein. On a parlé la présence du meneur, les dés. Donc ça, c'est plutôt catégorie livre. Maintenant, si on parle de pratique, là, je pense que ça nous emmène dans encore un autre continent. Et je suis pas sûr que ce soit exactement la question, tu vois. Ouais, je pense qu'on Parce que des va, pratiques, on va éviter de voilà. trop se pencher, en tout cas pour ce Ouais. soir, parce que sinon je craque. Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis pas du tout expert en pratique alternative. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand on prend Donjons et Dragons, en fait, on peut faire des trucs qui sont sortis de l'espace, et je suis sûr que plein de gens ont plein d'anecdotes à ce sujet, quoi. Et que c'était en fait en multitable, par téléphone, et c'était en fait en même temps un GN, et il n'y avait pas de dés, etc., etc., quoi. C'est clair qu'on peut y aller, mais je pense pas que ce soit de ça dont on parle pour le coup. Bon, là, on est vraiment. Enfin, encore une fois, on s'essaye un exercice ô combien difficile d'essayer de donner une définition à quelque chose qui, en plus, est alternative, donc qui, par conséquent, est une définition qui est par rapport à autre chose. Donc, au final, on a deux choses à définir ce soir. Et donc, oui, pour le moment, on va juste vraiment parler du papier, du dur, du jeu en lui-même, avant de parler de qu'est-ce qu'on en fait. Bah, suite à tout ça, j'ai envie de dire que Tales of Equestria serait peut-être quelque chose de très différent et donc qui penche plutôt vers l'alternatif, même si il a un principe d'exécution qui se rapproche du traditionnel. Mais il a d'autres thèmes, d'autres mises en situation, tout un ensemble de choses qui font que Tales of Equestria penche plus vers l'alternatif, parce qu'il propose des expériences de jeu assez différentes d'une partie
d'une partie traditionnelle. Donc il a plutôt un penchant par là, je pense. Alors du coup, moi, j'y ai toujours pas joué, mais je suis quand même... de ce que j'en sais, je le verrais quand même vraiment comme un jeu traditionnel. Au final, c'est juste... ok, c'est un univers qui est plus prévu pour les enfants, donc ça va être avec des mécaniques de jeu et des aventures qui sont plus calibrées pour des enfants, mais on reste vraiment quand même dans ce système de un MJ qui va préparer un scénario. Le scénario, ok, il est peut-être un peu cucu, mais c'est pas grave. On a un bel ouvrage, on a des joueurs qui vont résoudre des problèmes externes, même si c'est des problèmes qui sont bébêtes, comme garder les animaux et des choses comme ça. Donc, enfin, à mon sens, même s'il est quand même... C'est une autre expérience, soit parce que l'univers est très dépaysant, ça reste quand même très traditionnel comme type de jeu. Et à l'inverse, quand tu citais Paranoia, je trouve Paranoia est lui plus orienté vers une autre expérience de jeu parce qu'on va déjà on ne vit pas des aventures, on vit des tâches à la con. Il n'y a quasiment pas de mécanique de combat, en tout cas sur la dernière version. On a un travail de préparation du meneur, mais qui n'est pas non plus obligatoire. On peut juste avoir une tâche et puis improviser sur le tas. Qui de toute façon va être mis à mal par les joueurs, mais de façon exponentielle par rapport à d'autres jeux, ouais, sur Paranoia. Donc, je serais d'avis de dire que Tales of Equestria est un jeu traditionnel, mais par contre, Paranoia coche pas mal de cases de jeux alternatifs. De ce que j'ai vu de Paranoia, en tout cas, moi, ça me fait l'effet d'un jeu qui s'éloigne pas mal de la norme, quoi, déjà. Il y a plein de trucs, ouais, qui sont très originaux, quoi. C'est très MJ contre les joueurs, mais c'est un fait qui est établi, c'est pas caché, non, les joueurs sont là pour galérer du début à la fin dans des quêtes qui n'ont aucun sens, comme aller nettoyer le couloir. Donc on est plus ou moins d'accord pour dire que le thème du jeu n'est pas forcément à prendre en compte, mais ça va être peut-être l'expérience de jeu qui, elle, va faire la différence. Je vous sens mitigé. Non. Moi, je suis mitigé sur la question de définir, enfin, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'on appelle expérience de jeu. J'ai l'impression que j'ai l'intuition de ce que c'est, mais qu'en même temps, je pourrais pas tellement en parler, tu vois. C'est quoi l'expérience de jeu de Tales of Equestria? C'est pareil, tu vois, c'est très fluide, mouvant. Donc, pourquoi pas? Dans l'idée, pourquoi pas? Après, en pratique, je saurais pas comment le... Pour rebondir sur ce qu'on a déjà dit, ça va être... si on sort d'un jeu qui va être plus focalisé sur l'aventure, plus focalisé sur les combats, forcément, on s'éloigne de l'expérience de jeu traditionnelle. Ouais. Enquête aussi, souvent, dans les jeux traditionnels. Mm-hmm. Dans le sens où, c'est la triade enquête, résolution de problèmes et aventure. C'est-à-dire, souvent, les parties traditionnelles, c'est un de ces trois trucs où ces trois trucs un peu mélangés, quoi. Résolution de problème, c'est Shadowrun, on a une corpo à dévaliser, comment on fait? Donc là, on va voir nos indices, on va regarder la sécurité, machin, vraiment, résolution d'un problème qui est dévaliser la corpo. C'est pas de l'aventure, tu vois. C'est vraiment, on a une tâche et donc il y a beaucoup de planification. Hop, on planifie. Aventure ou enquête, voilà, plutôt Cthulhu, beaucoup de scénarios en fait sont des scénarios d'aventure, ça passe bien dans beaucoup de jeux tradis. Et effectivement, si c'est pas un de ces trois trucs, à mon sens déjà ça commence à partir un peu en dehors du tradi. Mais tout ça est très flou, hein, rappelons-le. Oui, on a l'impression de savoir de quoi on parle, mais en fait, c'est tellement plus nuancé que ça. Non, mais je suis à peu près sûr, hein, que c'est bon. Ceux qui sont encore avec nous ne doutent pas une seule seconde qu'on flotte complètement, qu'on essaye de faire quelque chose qui a un sens très limité. Mais c'est pas grave, on essaye, on y met beaucoup d'ardeur, beaucoup de cœur. Oui, le scope est très 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 large et il faut nuancer tout ça, effectivement. Je suis entièrement d'accord. D'autant que je pense que nous tous, dans la discussion, nous sommes aussi biaisés par ce côté subjectif des expériences de jeu, enfin des parties vécues, et que des fois, il y a des expériences
des retours de parties qui font que des fois, sur un jeu traditionnel, on a fait quelque chose de complètement différent, même si c'était une base traditionnelle. Et inversement, quelque chose qui était parti sur une volonté de faire l'alternative, qui restait du coup traditionnel aussi. Donc c'est voilà, c'est à nuancer tout ça. Effectivement, il y a aussi ce spectre des parties vécues. Donc c'est un exercice très difficile de définir tout ça, j'avoue. Ok, donc du coup, on va quand même essayer d'arriver à une conclusion sur cette histoire. Donc, un jeu traditionnel, c'est un jeu qui ne remplit pas au moins l'un de ses caractères. Moins de ses caractères sont remplis, On est mort. plus le jeu est traditionnel. Nous avons Alternatif, non. Moins on remplit les caractères suivants, plus c'est alternatif. Ok, merci. Je vais y arriver. Donc on a besoin d'un maître de jeu avec des joueurs et des dés. Le jeu a été produit par une grosse équipe. L'ouvrage dans lequel le jeu est disponible est souvent en A4, illustré et en couleur. Nous avons une mécanique de jeu qui va mettre l'accent sur le combat. Les joueurs vont devoir résoudre des problèmes qui sont externes à leur vie. Il y a de fortes chances que le jeu permette de faire des enquêtes. C'est également souvent des jeux d'aventure. Le meneur a besoin d'un travail de préparation avant de pouvoir jouer. Et les mécanismes et l'univers se veulent le plus généraliste possible de façon à offrir une expérience le plus large possible. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ou est-ce que c'est bon, on peut dire mission accomplie et on imprime des t-shirts avec la définition? Ouais, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Je rajouterai un dernier point quand même parce qu'il faut pas... le dernier point, c'est et tout ce qu'on n'imagine pas placer dans la norme encore, quoi, parce qu'il y a des choses qu'on fait tous sans même le savoir, et un jour il y a un type ou une nana qui va dire mais pourquoi est-ce qu'on fait tous comme ça? Et donc en fait la liste elle reste encore à ajouter, mais d'éléments qu'on n'a pas encore déconstruits quelque part, d'objets qui sont dans la norme. Il y a quelqu'un un jour qui va dire ouais, par exemple le GN c'est peut-être né comme ça quelque part, tu vois. Je sais pas comment est né le GN, j'en sais absolument rien, mais peut-être que quelqu'un s'est dit et si on arrêtait d'être assis et qu'on allait, bon je pense que c'est plutôt lié à d'autres pratiques bien sûr, mais de pratiques de reconstruction historique notamment, mais si jamais on arrêtait de se parler et se lever et se déguiser, et là, si on part d'un truc qu'on faisait tous, et là, hop, tout d'un coup, par exemple, le jeu en ligne, ou le jeu épistolaire, par exemple, quelqu'un s'est dit à un moment donné, mais c'est trop cool, on peut s'envoyer des lettres par ce biais-là. Et je pense qu'en fait, il y a encore plein d'éléments qui seraient à ouvrir. Il faudrait analyser la norme pour ça, pour après ouvrir autour. Il y a plein d'éléments qu'on n'a pas cités, de dispositifs et tout, donc la liste est infinie, finalement. C'est triste, hein. On me signale dans le chat sur comme jouer assis autour d'une table. Voilà, exactement. Ouais. Parce que c'est vrai que certains jeux s'en passent. Je pense notamment à certains jeux de batro où il faut être debout et courir dans la chaleur et des choses comme ça. Ouais. Est-ce que aussi par contre dans les caractéristiques traditionnelles, on a la feuille de personnage? Ouais, tout à fait. Ouais. Des jeux sans feuille de personnage du tout, c'est assez peu tradit, quoi. Je dirais même plus chiffré, en fait. Ouais, chiffré, ouais. Chiffré, mais bon, ça, c'est... Ouais, il y a des jeux... Oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. C'est bien, on avance. Du coup, est-ce que dans le chat, vous avez d'autres idées de quelque chose qui vous sonne traditionnel directement pour nos futurs t-shirts Atelier Alternatif? Édition limitée signée par Valentin Touzeau et Simon Lee. Après, du coup, on n'a pas exploré le pendant. Là, on a essayé de définir tout ce qui était tradit, mais c'est vrai que du coup, à la base, on devait dire le jeu alternatif, c'est un spectre de pas ça. Mais ce spectre-là, il faudrait le définir, quoi. En fait, on pourrait revenir sur, je pense, tous les éléments que tu as listés. Et puis là, c'est la foire à la saucisse. C'est-à-dire, on prend le premier élément, on fait, en fait, on peut faire différemment, on peut faire ça. Puis on prend le deuxième élément, et puis là, en fait, ça part dans tous les sens, quoi.
C'est pour ça aussi que c'est intéressant comme définition, parce que ça ouvre complètement à plein d'options diverses et variées, et c'est pas limité. Et voilà, ce serait ça en fait, la définition, quoi. Avec plein d'exemples de comment est-ce qu'on peut s'en éloigner. Également dans le chat, on me dit, est-ce que le jeu traditionnel répond-il à une durée de jeu standard? Et l'alternatif ne s'en affranchit-il pas? Je dirais que c'est peut-être vrai. Parce qu'il y a des jeux alternatifs qui sont prévus pour être joués en 1 heure maximum, alors qu'on s'attend quand même à un certain contenu d'un jeu traditionnel, de pouvoir faire des parties de 3-4 heures et de pouvoir en faire plusieurs. Non, j'ai l'impression que c'est assez le cas, parce que effectivement, un jeu qui est fait pour être joué en 1/4 d'heure, par exemple, il y en a. Ça, à mon sens, c'est pas normal, quoi. C'est très original. De la même manière, un jeu qui est fait pour être joué au cours de toute la vie, qui est fait pour être joué jusqu'à ce qu'on meure, il y en a aussi. Pareil, ça me semble assez hors norme. J'aurais tendance à penser qu'une durée stéréotypée, c'est assez... En fait, de toute manière, il y a une durée normale, quoi. La durée moyenne des parties, pour moi, c'est la durée normale, au sens statistique. Et donc, effectivement, on a des campagnes, en tout cas des parties d'un certain format, qui respectent quand même pas mal une certaine structure, que j'aurais tendance à mettre dans le jeu Eurocradie. Ouais. Et peut-être même aussi un certain côté rejouabilité, parce que on a des jeux de rôle alternatifs qui sont prévus pour du one-shot, et c'est pas gênant en soi. Ouais, c'est vrai que des jeux traditionnels où voilà, la tradition amène la rejouabilité. Je crois que c'est même un des arguments qui est très comment dire, qui est très important pour beaucoup de rôlistes, c'est-à-dire de pouvoir dire on peut être dans ces univers aussi longtemps qu'on veut, ça s'arrête pas à la fin de la série, tu vois. Et il y a un côté comme ça qui est très attirant, et je trouve ça vraiment cool aussi, quoi. Mais effectivement, il y en a qui ne prennent pas ce parti, et j'aurais tendance à penser que c'est plus alternatif aussi, effectivement. Eh ben, ça avance, hein, petit à petit. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Franchement, on en aurait pour toute la nuit. Si vraiment on creuse, tu vois, Oui, je pense aussi. Mais bon. on trouverait 12 000 manières d'être normal, et donc de s'en affranchir, quoi. Eh bien, dans ce cas, je pense qu'on va clôturer pour ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous avez trouvé cette définition à votre goût. Et sinon, tant pis, désolé. Ça ne vous... On peut espérer que vous pourrez quand même pleinement profiter des prochains ateliers alternatifs, même si le sujet n'est toujours pas clairement défini. En tout cas, merci à tous, merci à mes intervenants, merci à Simon Lee et à Valentin d'avoir répondu encore présent. Merci à Steven qui nous a fait cette fois-ci encore l'honneur d'être parmi nous. Et je vous dis à 2 semaines pour un prochain atelier jeu de rôle. Tout de suite.